par des agents des services de renseignement iraniens. Claude Moniquet, bonjour. Bonjour Eva. Vous êtes expert en contre-terrorisme et co-directeur du Centre européen d'intelligence stratégique et de sécurité. Alors, effectivement, il y a eu ces 7 Israéliens arrêtés, apparemment recrutés par l'Iran pour donner des informations. Apparemment, ils ont réussi à rassembler des informations sensibles, notamment sur les bases militaires et sur les sites énergétiques en Israël. C'est une faille dans les renseignements israéliens qu'ils aient réussi à collecter tout ça, ou alors c'est très très difficile à empêcher ce type d'opération? Non, je ne dirais pas que c'est une faille. Alors évidemment, quand une opération d'espionnage ou de sabotage n'est pas contrée, on peut parler de faille. Mais en réalité, l'espionnage est une des plus vieilles activités humaines. Il est présent dans l'ensemble des pays. Et nous avons en Europe, un peu partout dans le monde, chaque jour, des opérations d'espionnage hostile qui se déroulent. Ce qui fait la gravité de cette affaire, c'est différent. C'est le fait qu'il s'agit en fait de juifs, venus d'Azerbaïdjan et installés en Israël grâce à la loi du retour, qui ont trahi l'État juif. C'est ça qui en fait une affaire quand même très particulière. Et puis, bien entendu, c'est son ampleur. On parle d'un réseau qui a été actif au moins 2 ans à 2 ans et demi, peut-être plus, qui a mené plus de 600 opérations de renseignement, des photographies et des films sur des bases militaires, dont certaines ont été visées par les Iraniens le 1er octobre, des renseignements sur le dôme de fer, le système de défense anti-aérien israélien, et même des repérages sur des personnes que les Iraniens voulaient éliminer. Et pour ce travail, puisque c'était évidemment pas l'idéologie qui les guidait, mais le goût du lucre, ces gens ont touché plusieurs centaines de milliers de dollars qui étaient soit payés en crypto-monnaie, soit apportés par des courriers russes qui venaient les approvisionner. Comment est-ce que l'Iran fait pour recruter ces personnes qui sont uniquement motivées, dites-vous, par l'appât du gain? Or, l'Iran, c'est un régime très radical. C'est pas juste une œuvre de banditisme ou de grand banditisme que de travailler pour le régime islamique iranien, d'autant plus quand on est en Israël. Et d'autant plus quand on est juif, bien sûr. À nouveau, c'est quand même ça qui est au cœur du problème. Parce que pas plus tard que ce matin, on a annoncé qu'un autre réseau avait été iranien, du même nombre de personnes, d'ailleurs 7 personnes avaient été démantelées à Jérusalem, mais là on était en face d'Arabes israéliens, dont certains d'ailleurs étaient très fiers, ils l'ont dit dans les interrogatoires, d'avoir été approchés par l'Iran. Donc là, il y avait une composante idéologique. Dans le cas qui nous occupe, le cas de ces 7 personnes originaires d'Azerbaïdjan, on est clairement en face de mercenaires, de gens qui ont agi par goût du lucre, mais ça n'est pas la première fois. Ce sont des affaires assez rares, mais par exemple, pas plus tard qu'il y a 2 mois, la police israélienne a arrêté un septuagénaire israélien juif à nouveau, qui avait été payé pour organiser un attentat mortel pour assassiner Benjamin Netanyahou. Évidemment, tout le monde sait qu'il n'est pas arrivé. Et il y a beaucoup plus longtemps, il y a une quinzaine d'années, un officier supérieur du Mossad avait été retourné par les Syriens et avait travaillé comme taupe syrienne à l'intérieur du renseignement israélien pendant des années, ce qui était évidemment encore beaucoup plus grave. Hier, sur notre antenne, Simon Seroussi, diplomate israélien, nous expliquait que souvent, ces personnes qui finissent par travailler pour le compte du régime islamique iranien, ou d'autres, d'ailleurs, vous avez évoqué la Syrie, effectivement, étaient recrutées par les réseaux sociaux, par Internet. Comment ça se passe concrètement? Il y a quelqu'un qui vient vous parler en messagerie privée, qui commence à discuter avec vous, et puis au bout d'un moment, vous devenez copains, et il vous dit, bah tiens, ça se passe comment concrètement? Mais en fait, c'est quelque chose que je connais assez bien parce que quand j'étais à la DGSE, ma spécialité, c'était ce qu'on appelait le contre-espionnage offensif. Et donc, j'ai connu d'assez près ce genre d'opération. En fait, d'abord, il faut repérer des gens qui ont une faille, qui ont une faiblesse.
Tout le monde n'est pas apte à trahir son pays. Il y a des gens qui ont une morale, simplement, qui disent non, moi je vais pas trahir mon pays. Et puis il y a des gens qui sont peut-être plus indifférents, mais qui malgré tout n'ont pas envie de sauter le pas. Donc il faut repérer des gens qui ont une faille. Alors la faille, ça peut être une ambition déçue. Ça peut être la jalousie par rapport à un collègue qui a eu une plus belle carrière ou qui a eu une promotion qu'on attendait pour soi-même. Ça peut être des problèmes d'argent, bien sûr. Ça peut être ce que les Russes appellent le kompromat, l'utilisation, par exemple, de la sexualité pour faire chanter quelqu'un. Surtout quand la sexualité est, entre guillemets, déviante par rapport à la norme sociale du pays et du milieu considéré. Donc il existe 5 ou 6 moteurs qui permettent de trahir plutôt d'amener quelqu'un à trahir. Et tout l'art d'un bon officier recruteur, d'un bon agent recruteur, c'est de repérer la faille et de la cultiver. Et effectivement, par l'ingénierie sociale, de mener tout un travail d'approche de la cible qui va être plus ou moins long. Les Iraniens, comme les Russes, sont connus pour pratiquer parfois des approches assez longues qui peuvent s'étaler sur des années, où ils vont, comme on dit, cultiver leur cible. Et puis à un moment donné, ils vont croire, penser, et souvent avoir raison malheureusement, que le moment est venu de faire basculer, et là il y aura des propositions. Et très souvent les propositions au début seront assez banales. On va demander des petites choses qui ne sont pas très engageantes, qui ne mettent pas vraiment la personne mal à l'aise, et le payer un tout petit peu pour ça. Mais à ce moment-là, la personne a mis le doigt dans l'engrenage, et il est trop tard. Claude Moniquet, il y a effectivement ces 7 juifs israéliens qui ont apparemment travaillé pour l'Iran, également ces arabes israéliens arrêtés à Jérusalem. Leur cible, est-ce que les cibles et les informations que ces réseaux ont réussi à recueillir, est-ce que ça met la sécurité d'Israël en danger actuellement en pleine guerre? Alors, d'abord, toute trahison met la partie trahie en danger, bien entendu. Deuxièmement, en temps de guerre particulièrement, c'est évidemment inacceptable. D'ailleurs, la peine encourue par ces gens, c'est la prison à vie, faut pas se leurrer, et il est assez probable qu'ils écoperont de cette condamnation. Mais je ne pense pas que ça mette globalement... ça montre que l'Iran travaille de manière très offensive contre Israël, mais ça on le savait. Mais si on compare l'espionnage iranien dirigé vers Israël et l'espionnage israélien dirigé vers l'Iran ou vers le Hezbollah ou vers le Hamas, on voit tout de suite, rien qu'avec les résultats, la différence à la fois quantitative et qualitative. En matière de renseignement et de recrutement entre Israël et l'Iran, s'il y a un match, c'est Israël qui gagne, c'est ça? Il n'y a pas photo. C'est Israël qui gagne. Rappelez-vous toutes les opérations contre le programme nucléaire iranien, l'élimination ciblée des ingénieurs et des chefs de projet, les laboratoires qui ont explosé, le virus Stuxnet, les renseignements qui ont été sortis d'Iran. Rappelez-vous bien entendu les éliminations ciblées des dirigeants du Hamas et des dirigeants du Hezbollah et de Hassan Nasrallah. Rappelez-vous les frappes israéliennes sur le consulat d'Iran à Damas, ou sur Téhéran pour éliminer Haniyeh. Il n'y a pas de commune mesure entre les deux. Les Iraniens sont doués, mais il est très clair que dans ce jeu, les plus doués, ce sont les Israéliens. Merci beaucoup Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme, également co-auteur de Comprendre le 7 octobre paru aux éditions du Félin. À bientôt sur Radio J. Merci. À bientôt.